Bienvenue pour ce talk sur la programmation fonctionnelle et une introduction gentille, donc on pourrait dire le functional programming expliqué à un membre de ma famille. Donc aujourd'hui on va parler de functional programming. Dans la salle vous êtes sûrement deux catégories, c'est-à-dire des gens qui apprécient déjà la programmation fonctionnelle et la pureté et la beauté qu'on a quand on fait ce genre de pratique. Ou vous êtes des gens qui êtes potentiellement intéressés et qui voulaient vous aussi découvrir la joie de réaliser de la programmation fonctionnelle. Et donc, la première question que je vais vous poser, c'est qui fait déjà pas mal de programmation fonctionnelle? Ok. Et dans ces personnes-là, qui galèrent à l'expliquer aux gens autour de lui? Voilà, beaucoup de mots. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, nous allons revoir tout en détail. Bon, en premier, nous allons voir. Alors, ça, c'est très simple, c'est une monade. Ça parle de soi-même, je crois que j'ai même pas besoin d'expliquer. Ah, bon. Bon, alors, une monade, c'est un peu comme un burrito. Il y a un papier, vous pouvez aller le lire, etc. Si vous n'avez compris ni les deux slides précédents, ni celui que je vais faire, bah, globalement, merci de sortir. Ce talk n'est pas pour les personnes idiotes. On est d'accord que ça, c'est ce que vous pouvez voir dans plein d'endroits, ou c'est ce que vous avez pu ressentir quand vous avez vu des talks de programmation fonctionnelle. Et ça, c'est un problème. Parce que tout simplement, les gens qui font ces présentations ne veulent pas faire passer ce message. Vous vous doutez bien que le principe n'est pas de venir sur scène et de venir exposer à quel point on est intelligent et que les autres sont stupides. Et des talks sur la programmation fonctionnelle, il y en a des tas. Il y en a vraiment un énorme paquet. Mais il y a un truc qui est assez problématique, c'est que malgré le fait qu'on en ait beaucoup depuis 3-4 ans, que ce soit des bons talks d'ailleurs, ben, la programmation fonctionnelle, ça reste toujours quelque chose qui est assez peu représenté dans les entreprises. C'est-à-dire qu'en tant que functional programmeur, quand on cherche une société dans laquelle on se dit qu'on veut pouvoir réaliser du code de type fonctionnel et qu'on arrive comme ça à notre entretien d'embauche, on se rend compte qu'il y a très peu de jobs, en fait, finalement, dans l'industrie qui pratiquent ce genre de choses. Et ça me fait poser une grande question. On a vu plein de choses émerger dans les conférences, généralement. Si vous commencez à voir des talks, je sais pas, il y a 5 ans, enfin, il y a 7-8 ans, on commençait à avoir plein de talks sur Spring Boot. Maintenant, on va dire, en Java, c'est le standard de l'industrie. Vous pouvez voir ça dans plein de choses. Mais la programmation fonctionnelle, c'est un truc, ça fait 4 ans qu'on a des talks, de qualité aussi. Et pourtant, ça émerge toujours pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? Donc, c'est un peu tout l'enjeu de ce talk. Donc, on va plutôt parler de marketing strategy et pas vraiment de programmation fonctionnelle en elle-même. Donc, on va recommencer la conf. Et donc, on va plutôt faire l'architecture du choix et le nudging. Le nudging, en traduction littérale, ça veut dire le coup de pouce, le coup de coude. C'est en gros comment est-ce qu'on peut inciter les gens à faire de la programmation fonctionnelle. Donc, je m'appelle François Technet, je suis software engineer chez Elastic. Au quotidien, je fais du Docker et du Scala, et le soir, le week-end, je fais du Rust. Je suis un programmeur fonctionnel, du coup, dans un monde de SRE, puisque moi, je travaille en tant que cloud développeur. Je suis organisateur de la conférence Sonitech à Montpellier. On est sold out, etc. Mais le CFP ferme ce soir, du coup, vous pouvez envoyer des abstracts. Je suis le président de Montpellier Tech Hub, qui est le regroupement des meet-up techniques de Montpellier. À l'intérieur, je suis organisateur du Jug Montpellier, du DevOps Montpellier, j'adore Rust Montpellier, j'ai pas de vie. Et globalement, vous pouvez me retrouver sur le handle @ftchain sur Twitter. Donc reprenons, nous voulons parler de programmation fonctionnelle. Et moi, dans mon parcours, globalement, j'ai commencé à faire de la programmation fonctionnelle au bureau assez vite. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de Java dans ma vie. Je me suis retrouvé à aller faire du Clojure. J'ai eu un petit truc un peu bizarre au moment où j'ai fait Clojure, c'est que j'ai commencé à les faire opérationnels. Donc là, j'ai plus du tout codé, j'ai juste géré des serveurs, etc. Et après, je suis allé dans une boîte où j'ai fait du Kotlin et maintenant je fais du Scala. Sachant que moi, sur mon temps perso, je faisais du Scala, maintenant je fais du Rust et j'essaye de. Rust n'étant pas un langage purement fonctionnel. Et je me dis que je vais faire du Adresse, du Haskell et du Idris pour le plaisir. Donc, quel est le problème avec tout ça? Bah, c'est que moi, du coup, j'aime bien la programmation fonctionnelle depuis longtemps. Donc, ça fait longtemps que j'en parle à des gens. Vous savez, c'est hey, tu devrais faire de la programmation fonctionnelle. J'ai fait plein de présentations à plein de gens. Et la majorité des gens, à la fin, ça finissait toujours de la même manière. Ouais, c'est très cool ton truc, mais non. Pareil au bureau, à certains moments. Et ça me frustre légèrement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore la programmation fonctionnelle. Et du coup, quand moi, je me retrouve à devoir coder en impératif, bah, moi, je me sens pas à l'aise. Donc, autant mes autres collègues, eux, se sentent plus à l'aise, autant moi, je me sens pas à l'aise. Et c'est pas que je leur en veux, c'est juste que je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre ma joie de faire de la programmation fonctionnelle. Parce que moi, faire de la programmation fonctionnelle, c'est une joie, c'est un plaisir.
Donc pourquoi est-ce que je ressens ça et pas les autres? Et donc ça fait plein de frustration, j'ai changé ma copie je sais pas combien de fois, j'ai fait je sais pas combien de talks sur le problème et bah, en fait, une fois ça a marché. Une fois, j'ai réussi à convaincre des gens avec qui je travaillais et c'est pour vous parler de ça que je suis là. Donc, petite histoire personnelle, dans mon background, il y a un endroit où j'ai réussi à introduire de la programmation fonctionnelle et à convertir les gens avec qui je travaillais. C'est une époque où j'étais en Kotlin. Et la vraie question, c'est comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Donc, je me suis vraiment interrogé sur le sujet, j'ai pris le temps de beaucoup étudier, et nous allons refaire quelques basiques pour voir comment est-ce qu'on peut réussir à introduire de manière effective dans une boîte de l'AFP. Donc, la programmation fonctionnelle, ne vous inquiétez pas, je ne vous refais pas la blague de la monade. Si on prend les basiques, c'est réussir à réfléchir globalement avec des fonctions. Donc le faire que les fonctions soient des valeurs, qu'on puisse les prendre en paramètres, qu'on puisse en renvoyer. En gros, ce sont des first class citizens dans le langage. On veut essayer au maximum en programmation fonctionnelle d'avoir des fonctions pures, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'effet de bord, qu'elles ne sont pas censées changer des variables en dehors du scope de ce qu'elles ont reçu et de ce qu'elles renvoient. De travailler avec des valeurs qui sont immutables, donc avec de la donnée qui ne peut pas changer. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça va donner un accès safe, ça va faciliter la programmation concurrente, chose qu'on aime beaucoup avec les architectures modèles multicœurs et tous les modèles de concurrence qu'on a. Et ce qu'on veut à partir de ces deux choses, c'est-à-dire avec des valeurs immutables et des fonctions comme modèle de traitement, on veut pouvoir composer le tout ensemble de manière à générer un programme. Bon, quand on dit ça, on a l'impression que c'est très simple, et vu que si vous êtes intéressé par la programmation fonctionnelle, vous avez vu plusieurs talks, vous êtes en train de vous poser la question, alors c'est quand que tu me le balances ton mot monade? Ben, en fait, si on prend le cas basique de la programmation fonctionnelle pour ce qu'elle est initialement, c'est tout. C'est juste cette manière de faire. En gros, quand on est en train de vous présenter des modèles de monades, de functors, de tout ce qu'on va utiliser dans la catégorie théorie ou de tous les autres outils qu'on peut faire autour, ce qu'on est en train de vous présenter, c'est pas de la programmation fonctionnelle en tant que telle, pas la base, ce qu'on est en train de vous montrer, ce sont des outils. Mais de la même manière que quand on vous présente des trucs en programmation orientée objet, on va pas vous parler on va pas vous parler de programmation objet en lui-même. Qui a vu une conférence où on reparlait de c'est quoi un objet, c'est quoi le modèle de programmation d'objet, c'est quoi le papier d'Alan Kay qui définit ce que c'est de l'objet? Bah, pas grand monde. On vous présente un outil, on vous présente le nouveau framework à la mode, le nouveau langage, la nouvelle feature. Bah, c'est exactement la même chose en programmation fonctionnelle en fait. On vous présente rarement ce que c'est le paradigme, on vous présente régulièrement de l'outillage pour vous donner envie d'aller l'utiliser. Et si on met tout ça ensemble, en fait, toute cette manière de penser qu'on avait initialement, bah en fait, ce que ça nous apporte, c'est que ça nous apporte du local reasoning, donc une manière de penser beaucoup plus simple, une testabilité beaucoup plus forte dans notre code et beaucoup plus de sécurité. Donc beaucoup plus un code généralement moins execution error prone. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc quand on met tout ça, on se dit comment est-ce qu'on n'y arrive pas? Donc là, on va se poser la question et on va revenir au tout début, c'est OK, ça c'est de la programmation fonctionnelle. Et la programmation fonctionnelle, c'est un paradigme de programmation. Et c'est quelque chose qu'on oublie de parler maintenant régulièrement parce que ça fait longtemps qu'on oublie de le définir. Donc qu'est-ce que c'est un paradigme de programmation? C'est une façon d'approcher la programmation informatique et de traiter les solutions aux problèmes, leur formulation dans un langage de programmation approprié. Il s'oppose à la méthodologie, qui est une manière d'organiser la solution des problèmes spécifiques du génie logiciel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, globalement? C'est que la programmation fonctionnelle, quand on vous en parle, on ne vous parle pas des outils, on vous parle d'une manière de penser, de réfléchir à des problèmes. Quand vous faites de la programmation objet, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans l'industrie actuellement, c'est juste que vous avez pris un mode de pensée au sein de votre cerveau qui est que quand on vous expose un problème, vous réfléchissez en disant comment je vais modéliser ce problème sous forme d'objet, forme de classe, de relation, de messages entre ces classes pour résoudre ce problème-là. Et la programmation fonctionnelle, initialement, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes bases primitives pour résoudre le problème. C'est une manière de réfléchir. Et pourquoi est-ce que ça change tout de juste repartir de ce postulat de base? Bah, tout simplement, c'est qu'un paradigme de programmation, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à apprendre et à maîtriser. Généralement, je me pose la question, qui se souvient du moment où on lui a appris la programmation orientée objet à l'école? Qui me dit qu'il a réussi à comprendre ça en 45 minutes?
Quand je dis 45 minutes, c'est pas seulement apprendre la programmation objet, c'est-à-dire que quand on vous exposait un problème, vous étiez instantanément capable de penser à OK, je vais faire cette classe-là, elles vont avoir cette méthode-là, elles vont s'appeler comme ça. Parce que c'est ça, c'est une manière de réfléchir. Donc du coup, c'est normal que ça prenne du temps. Vous ne pouvez pas apprendre à maîtriser un paradigme de programmation en regardant 4 conférences sur des monades et espérer réussir à le faire. C'est une manière de réfléchir et il faut pratiquer. Donc c'est ce qui rend la chose très difficile parce que ça demande un investissement personnel de pratique, de manière de réfléchir et de surtout jamais se dire oh bah non finalement c'est plus simple objet, je vais le faire en objet. Comme ça on n'apprend jamais un paradigme. Et donc du coup ça ne résout pas notre problème initial. Ok, c'est bien, on sait maintenant que c'est un paradigme de programmation, que ça s'apprend pas en 2 secondes, que c'est quelque chose qui met du temps, qui n'est pas difficile pour autant, mais qui juste nécessite de changer sa manière de penser. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça s'améliore dans l'industrie? Alors tout simplement, bah, moi la chose que j'ai réussi à voir, c'est que en fait, quand on fait de la programmation fonctionnelle, c'est un choix. C'est-à-dire que quand on va se lancer à la résolution d'un problème, quand on va faire un nouveau code, bah, on va se poser la question: «Est-ce que je le fais en objet ou est-ce que je le fais en programmation fonctionnelle?» Et ce choix, il nécessite 2 choses, de l'énergie et du temps. Mais également, il y a quelque chose qui est très important, c'est pourquoi est-ce que je vais faire un choix ou l'autre? Dans tout choix, c'est pourquoi est-ce que j'irai plutôt sur la pilule bleue ou la pilule rouge? Et du coup, ça m'a fait aller rechercher beaucoup sur ce qu'on appelle les nudges. Et les nudges, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui est tiré d'un livre qui s'appelle Nudge, qui est un bouquin qui a été fait par Richard Thaler et Cass Sunstein, qui ont été primés au Nobel d'économie en 2017 ou en 2018 grâce à ce bouquin, qui en fait sont des gens qui ont fait beaucoup d'études sur la base de l'économie comportementale. C'est-à-dire, quand on est dans l'économie, quand on doit faire un choix, pourquoi est-ce que les consommateurs, en économie, font un choix plutôt qu'un autre? Et du coup, je me suis basé sur ce bouquin pour essayer de comprendre pourquoi, quand moi, je présente quelque chose et de la programmation fonctionnelle, les gens ne font toujours pas le choix de le faire. Pourquoi ils ne font toujours pas de programmation fonctionnelle et repartent vers l'objet orienté? Parce que les gens à qui je le présente, c'est pas la personne standard de développement qui est là pour juste faire son gagne-pain, faire ses 7 heures de boulot et coder de la même manière pendant 40 ans et parce que ça l'intéresse pas. C'est des gens qui m'ont parlé, avec qui j'ai discuté, c'est des gens qui sont passionnés. Donc c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette barrière? Pourquoi, quand il y a ce choix gauche et droite, ils ont fait le choix de retourner à la programmation orientée-objet et quels sont les facteurs d'influence qu'il y a eu dessus? Et ça aussi, ça permet de vérifier quels sont les stéréotypes qui entourent toute la programmation orientée fonctionnelle. Donc la grande question de ce talk, c'est comment est-ce qu'on peut nudger une équipe pour se mettre à faire le choix de faire la programmation fonctionnelle? Donc si on reprend, je parlais que j'ai basé tout ce talk sur une expérience où ça a réussi. Donc bienvenue chez Sagi, une boîte où j'étais il y a un moment avant que je change pour Elastic. Et quand je suis arrivé dans cette boîte, j'étais déjà un développeur passionné par la programmation fonctionnelle. Et quand j'arrive, j'apprends que tous les backends sont en train d'être faits en Kotlin. Et là, la joie intense. François, en attendant ça, il se dit c'est génial, j'ai un langage de base qui me permet de faire de la programmation fonctionnelle. S'ils ont fait ce choix-là, c'est forcément que ça les intéresse. Donc François se retrouve à devoir développer un nouveau module, un nouveau microservice back-end. Et ben, c'est la première fois qu'il fait du Kotlin, mais il a quand même de grosses bases dans ce cas-là. Du coup, il dit allez, je vais mettre Arrow. Arrow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie en Kotlin qui est en gros le functional companion de Kotlin. Il vient rajouter en gros en librairie tout ce qui manque dans Kotlin pour devenir un vrai langage fonctionnel, donc des type classes, des data types, les fameuses monades, etc. Plein de choses. Je commit mon truc, fier de moi. Ah, regardez les mecs, c'est comme ça la programmation fonctionnelle. Et là, levée de bouclier, émeute sur la place publique, lynchage. Et globalement, on me demande de retirer la lib. On me demande de revirer tout le code qui concernait tous les data types particuliers, tout ce qui concernait vraiment de la programmation fonctionnelle avancée, ou même assez basique, mais en fait qui n'était pas comprise. On me demande de tout retirer. Bon, voilà, voilà je suis encore très déception. Et bon, plutôt que de retourner dans ma morosité habituelle qui est pourquoi, enfin, de continuer à coder en objet et de me dire bon, bah, je continuerai à bosser en fonctionnel à la maison et puis on verra plus tard. Je me suis dit non, ce coup-ci, j'en ai marre.
je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire le pas. Et donc la question, elle s'est posée instinctivement, pourquoi vous voulez virer ce code? Donc quels sont tous les stéréotypes que vous avez par rapport à mon code? Parce que finalement, vous n'avez même pas posé de questions par rapport à mon code. Vous n'avez même pas essayé de comprendre. Vous avez juste dit non, il y a le mot-clé interdit, il y a la structure dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc merci de retirer ce code instantanément. Donc on va tous les passer en revue. Trop complexe. Ta PR est trop complexe. On comprend pas, le code devient imbitable, on ne sait pas ce qu'il fait. On n'arrive pas à lire. Ton code en lui-même, on n'arrive pas ne serait-ce qu'à le lire. C'est même pas à comprendre ce qu'il fait, c'est vraiment, on n'arrive pas à comprendre ce que tu voulais faire dans le code. Et également, ouais, mais j'arrive pas à modéliser, tu vois, c'est pas aussi naturel que quand on le fait avec de la programmation orientée objet. Bien évidemment, toutes ces choses qui sont en fait ne sont que des stéréotypes. Et ça, c'est basé sur un biais de choix qui est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est le fait de voir un problème à travers un autre. Et notre problème, en fait, tous ces 3 points que je viens de donner par rapport à mon code de programmation fonctionnelle, pourquoi est-ce qu'on me les met? Parce qu'en fait, les personnes pensent par rapport à de l'objet orienté de programming. C'est-à-dire qu'ils regardent mon code en fonctionnel et se disent: «Non, je n'arrive pas à comprendre parce qu'en programmation orientée objet, j'aurais fait ça». Et ça, c'est un problème. Parce que les basiques sont simples. C'est juste qu'il faut faire l'effort d'enlever sa manière de réfléchir pour essayer de comprendre une nouvelle manière de réfléchir à un problème et de modéliser un problème. Et ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut réussir à faire, c'est que pour casser ce biais d'ancrage dans ce choix, il faut bien répéter aux gens, vous ne travaillez pas de la même manière, on ne conçoit pas le code de la même manière. Il faut que vous arriviez à focuser seulement sur les avantages que ce nouveau mode de programmation vous apporte, pas ce que ça vous enlève par rapport à avant, parce que ce n'est pas la même chose. Autre catégorie de choses qu'on peut se voir dire. Oui, non, mais d'ici 2 jours, tu vas arriver en les expliquant qu'une monade, c'est juste un monoïde dans la catégorie des endofunctors, ce qui était même devenu un des running gags par rapport à moi dans cette boîte. Le problème de l'élitisme. C'est impossible parce que si jamais on fait ça, on va commencer à. Enfin, c'est des trucs d'élitistes. Dans 3 jours, tu vas mettre un truc super compliqué, tu prendras pas le temps de nous expliquer parce que c'est trivial, bien évidemment. Ou alors, le très fameux, personne n'utilise de la programmation fonctionnelle en production à part les hipsters. Alors, l'élitisme, je ne peux pas juger parce que c'est une question personnelle, mais on ne peut pas reprocher à un paradigme de programmation d'être élitiste. Peut-être que certaines personnes le sont, mais en vrai, la plupart des gens, si vous avez des gens en conférence généraliste qui viennent essayer de vous expliquer ce que c'est rarement de l'élitisme, c'est plutôt au contraire une volonté de venir présenter quelque chose qui leur tient à cœur. Le fait que personne l'utilise en production, c'est bien évidemment archi faux. Il y a énormément d'exemples à travers le monde de sociétés qui ont plein de logiciels en programmation fonctionnelle. Tout le SI de Walmart est fait en Clojure. Vous avez typiquement Fretlink en France, qui est une startup qui est full Haskell. Vous avez des modules à l'intérieur de Facebook, Google, etc., qui sont faits en Haskell, Scala, etc. Beaucoup de boîtes dans la pub sont faites en Scala. Bref, vous avez plein d'exemples. Et tous ces problèmes-là, entre guillemets, sont des problèmes de représentation. Alors, le risque de représentation, c'est le fait de faire un jugement basé sur la similarité avec un autre objet ou une autre personne. En gros, un persona déjà existant. Et le problème, c'est que généralement, nous, quand on est en industrie, on est dans un monde de bonhommes. On est là pour faire de l'argent. Alors que le truc de functional programming, c'est un truc où c'est pour les gens qui font de la recherche. Enfin, les gens qui font de la recherche ne sont pas intéressés par les trucs de bonhommes de l'industrie, quoi. Enfin, ils comprennent pas. Vous comprenez, hein, enfin, qui pense que la recherche, enfin, généralement, quand on parle de trucs de recherche, on est d'accord que bon, c'est bien pour les chercheurs qui sont dans leur coin. Bon, alors, moi, ça m'attriste très fortement, ce truc-là. Tout simplement parce que c'est vraiment un biais de représentation, dans le sens où la recherche a toujours été un moteur dans l'avancée de l'informatique. Peut-être mal perçu par l'industrie, mais sans aucune réponse, enfin sans aucune réelle conséquence. Vous, votre objectif dans l'industrie, c'est de faire marcher votre boîte et de faire de l'argent. Le chercheur, lui, c'est juste de faire, de travailler sur son truc, mais ça ne veut pas dire que c'est incompatible. Et globalement, la seule chose que les gens veulent faire, c'est fournir un modèle d'abstraction pour résoudre des problèmes. Donc, il n'y a aucune raison de venir poser cette problématique en disant oui, parce que la programmation fonctionnelle vient de la recherche et que c'est quelque chose qui a des fondements mathématiques forts, c'est quelque chose qui est inutilisable en industrie. Ça n'a pas de sens, c'est pas corrélé en fait.
Même tous les trucs qui sont les monades, hein, ce ne sont que des outils de simplification, hein. On parle des maths derrière, mais globalement, on s'en fiche des maths qui sont derrière. Ce qu'on veut, c'est à savoir à quel point ça nous aide à réaliser quelque chose. Donc, par rapport à tous ces problèmes, il faut bien se rappeler que les mathématiques, en fait, qui sont liées à la programmation fonctionnelle, tout ce jargon, tout cet élitisme qu'on peut vouloir mettre derrière, en fait, ne sont qu'un support pour des abstractions. Mais comme les design patterns sont des abstractions, c'est comme si on comptait les design patterns et qu'on vous disait derrière, il y a une théorie mathématique qui prouve que les design patterns sont vrais. On s'en fiche, ce qui vous intéresse, c'est le design pattern, pas la théorie mathématique. Bah, c'est exactement la même chose. Autre problème qu'on a souvent, ton truc n'a pas de business value. C'est-à-dire que le code que tu viens de nous montrer, que tu viens de committer, n'a aucune valeur business. C'est pas utile. Et globalement, je peux réussir à faire l'équivalent dans mon code orienté objet. Alors, ça, c'est un autre type de biais qu'on a. C'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Oula, il y a un problème sur le nom, c'est pas grave. C'est availability heuristic. Et globalement, on peut mettre ça aussi sur le fait que les gens, quand ils font un choix, quand on doit faire un choix, on fait souvent tendance d'optimisme et de surconfiance. Ça ne veut pas dire qu'on se prend toujours pour un génie. Ça veut juste dire que si jamais, par exemple, l'exemple qui est donné dans le livre sur les nudges, c'est le professeur qui est enseignant du coup en économie, fait un sondage dans sa classe en début d'année en disant si jamais vous devez me dire à peu près où vous êtes en termes de position à la fin du semestre par rapport à vos notes, par rapport à l'ensemble de la classe. Ben, 80% de ces élèves vont considérer qu'ils ne sont peut-être pas dans les 10 percentiles supérieurs, mais qui sont tous au-dessus des 50%, voire des 40%. C'est pas qu'ils pensent qu'ils vont être des génies, mais par contre, ils sont sûrs et certains qu'ils ne seront pas dans les derniers. Et c'est exactement la même chose quand on fait des choix en programmation. Quand on fait les choix et qu'on arrive en disant la programmation fonctionnelle va vous aider à avoir un code plus safe, plus résilient, plus robuste. Et pourquoi? Moi, je réalise déjà des moteurs parfaits. Toutes nos applis sont parfaites en programmation objet. Dès qu'elles partent en prod, elles n'ont jamais de problème, n'est-ce pas? N'empêche qu'on a beau savoir que ce n'est pas le cas, quand on fait le choix, on ne part pas du principe qu'on est en train de réaliser quelque chose qui va planter. On part du principe de faire confiance qu'on a quelque chose qui va faire. Et vous savez, de toute façon, les bugs en production, c'est quelque chose qui ne va pas rentrer dans notre logique. On est tous des ingénieurs parfaits, on modélise tous parfaitement nos systèmes, et on n'a pas besoin de rajouter d'autres systèmes, enfin d'autres modèles de modélisation. Bon, alors ça, jusqu'à ce que ça explose en prod, bien évidemment, où là, ça nous rappelle, sauf que le code, quand ça explose en prod, il a déjà été shippé, on ne va pas le refaire. Donc, la programmation fonctionnelle, pour contrer ce biais-là, en fait, ça permet de rendre son code plus facile de raisonner autour, et ça permet surtout d'éviter des problèmes débiles. Le fait qu'on dise que ce soit testable, que ce soit plus safe, c'est juste pour expliquer que votre code, en fait, il va être plus long à écrire, il va être plus complexe, il va avoir certaines choses, pas plus complexes, mais vous allez devoir raisonner différemment parce que ça va vous apporter une safety. Et cette safety, si vous ne la prenez pas, peut-être que vous arriverez à le faire en objet, mais globalement, au moins, on rajoute un filet de sécurité. Autre chose qu'on a régulièrement qui est balancée, alors, allez, même si on prend ton bout de code et qu'on commence à faire de la programmation fonctionnelle, ça va être chiant parce qu'on va avoir du mal à embaucher. Enfin, tu sais, les grosses compagnies et les écoles, elles n'enseignent pas la programmation fonctionnelle. Donc demain, on va avoir du mal à trouver des gens pour travailler sur ton code. Et c'est un risque. Parce que ça fait déjà 15 ans que nous, dans la boîte, on fait de la programmation orientée objet. Et donc, du coup, on sait que ça marche. Alors que ton truc, on ne sait pas si ça marche. Et ça, c'est un autre biais, c'est le biais du statu quo. C'est-à-dire qu'on est tous, en tant qu'humains, quand on doit faire un choix, on est tous dans notre zone de confort et on est bien dans notre zone de confort. Prendre un risque, etc., c'est pas quelque chose qui est dans notre nature. Vous connaissez ce fameux mème. Si vous n'y pensez pas, ça ne pose pas de souci. Et du coup, c'est exactement la même chose. Notre but, c'est de montrer aux gens que la programmation fonctionnelle, ça a de la valeur. Et je vous le dis, c'est quelque chose de simple, mais qui a énormément de valeur. Et c'est ça tout l'intérêt. Le but n'est pas de partir du principe qu'on fait de la programmation fonctionnelle pour le plaisir. Les gens qui la présentent ne le font pas par plaisir. Ils le font parce qu'ils sentent que ça leur apporte quelque chose. Ça peut vous apporter beaucoup de safety, beaucoup de valeur. Par contre, il faut investir dedans. C'est sûr que c'est un risque, on n'enlèvera jamais, mais ça vaut le coup. Donc si on emballe tout ça, ben en gros, qu'est-ce qu'on peut dire pour introduire la programmation fonctionnelle dans une équipe? Parce que c'était ça notre objectif. Donc là, on vient de catégoriser quasiment
tous les problèmes, tous les genres de problèmes qu'on peut venir vous donner, et on a vu ce que c'était globalement la programmation fonctionnelle. De loin, mais c'est pas très très rare. Déjà, la première chose, il faut se rappeler que savoir comment les outils marchent ne veut pas dire savoir comment les utiliser. Quand on vous a présenté les design patterns, savoir recopier les design patterns du Gang of Four par cœur parce qu'on vous demande de faire le commande ne veut pas dire que vous avez compris ce qu'est le polymorphisme. Ne veut pas dire que vous avez compris ce que c'est l'héritage, l'encapsulation, ou même que vous avez compris ce que c'est la programmation objet. C'est exactement la même chose. Savoir utiliser 3 ou 4 outils de programmation fonctionnelle ne fait pas que vous comprenez la programmation fonctionnelle. Ce qu'il faut, c'est comprendre la logique de raisonnement qu'il y a derrière. Il n'y a pas besoin de se braquer et d'essayer de faire des choses très simples. On peut vouloir essayer de faire un code totalement pur au sein d'un système et pourtant se limiter à quelques cas d'utilisation. Mais il ne faut jamais se limiter en se disant ce truc-là va être trop compliqué. Parce que ce qui est important, c'est toujours de comprendre et de faire passer aux gens comment est-ce qu'on doit travailler en programmation fonctionnelle. Pour ça, il ne faut pas hésiter à faire des présentations en interne, à parler aux gens avec qui on travaille, à leur expliquer à chaque fois qu'on va pusher du code qui contient une nouvelle chose qui concerne de la programmation fonctionnelle, de faire à l'avance une présentation, leur dire voilà le code que j'ai fait, voilà, je vais vous expliquer comment ça marche, je vais vous expliquer le raisonnement qu'il y a derrière et je veux qu'on en discute. Ne pas hésiter aussi à leur faire comprendre que vous aussi, on n'est pas devenu développeur quand on fait de la programmation fonctionnelle, puis on n'est pas devenu du jour au lendemain. C'est pas devenu, on n'a pas dit tiens, un jour je vais faire de l'AFP, je mets une lib et demain je peux parler et je peux faire des vannes sur les monades instantanément. Ça prend du temps à tout le monde. C'est un mécanisme. C'est comme n'importe quel développeur quand vous faites de la programmation objet. Au bout de 6 mois, quand vous en faites, vous avez commencé à comprendre et vous commencez à vous sentir à l'aise au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est très important de rappeler aux gens qu'est-ce qu'il faut faire et que vous aussi vous avez des échecs et comment est-ce que vous pouvez avancer pour comprendre ce modèle de raisonnement. Et surtout, il faut que vous fassiez du framing. Il faut que vous passiez en tout le temps aux gens comment réfléchir et comment est-ce que ça va apporter quelque chose. L'exemple tout bête, c'est pour réussir à faire passer les premières PR de programmation fonctionnelle que j'avais dans la société où j'étais. À chaque fois qu'il y avait un NPE en prod ou quelque chose que je savais qu'aurait pu être contré parce qu'on faisait un accès concurrent sur de la donnée, qu'on faisait une mutation qui faisait exploser le problème, qu'on avait une NPE qui explosait, etc. À chaque fois, told you so. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et à chaque fois, en donnant un exemple concret de code en functional programming qui résolvait le problème. Et si on prend juste à chaque fois ce petit exemple et qu'on monte la diff qui est des fois de 2 lignes de code, c'est pas grand-chose. Au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre le raisonnement qu'il y avait derrière. C'est le truc débile, mais la safety, dans notre monde moderne actuellement, quand on a des choses en production, c'est la chose qui nous intéresse le plus en tant que développeur. Avoir de la performance de programmation, c'est-à-dire pouvoir coder très vite ce qu'on a besoin, et également que ce soit safe à l'exécution. Il n'y a rien de pire qu'une appli qui crache en pod. Qui fait des astreintes de prod et qui a déjà dû se lever à 3 heures du matin pour aller régler un bug dedans, pour aller régler un bug dans une appli. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main, mais quand vous avez dû le faire une fois dans votre vie, je peux vous garantir que la NPE que vous payez en vous levant à 3 heures du matin, vous avez très envie de l'enlever après. Donc du coup, toujours framer le message aux gens en leur rappelant tous les intérêts de la programmation fonctionnelle. En fait, la programmation fonctionnelle, c'est cette sorte de contrainte que vous détestez sur le moment, mais qui a de la valeur plus tard. Vous savez, cette interdiction de sortie que vous donnez vos parents quand vous aviez 17 ans, que vous ne supportiez pas, et qu'en fait, quand vous la regardez 15 ans, 16 ans plus tard, vous dites déjà j'avais pas mal de liberté et en vrai c'était bien pour moi. C'est exactement la même chose parce que quand on arrive et qu'on dit ah ouais là tu devrais gérer un nul, tu devrais peut-être mettre un nouveau type, tu devrais peut-être mettre ça dans une option et faire un map dessus plutôt comme ça. Bien sûr que c'est très chiant. Bien sûr que ça rajoute du code. Mais il n'empêche que si jamais on fait ça à chaque fois et qu'on fait tout son code comme ça, à la fin, les gains, ils sont visibles. Et ils ne sont pas visibles en mode une fois de temps en temps, ça passe pas. On voit la résilience, la stabilité dans notre code. Et quand on change de projet et qu'on va sur du code qui ne fait pas ce genre de pratique, on ne se sent pas à l'aise. Et ça, vous allez être en mode répète, en mode repeat, jusqu'à ce qu'un jour,
il y ait quelqu'un qui vienne vous aider et ce soit un de vos collègues. Et ça, c'est le signe que vous attendiez. Parce que le jour où vous avez un de vos collègues qui répond à votre place et qui vient être cette personne chiante qui va aller dire «Ah, là, on aurait dû faire ça comme ça, on aurait pu le faire comme ça aurait évité le problème», là, vous avez gagné. Parce que là, vous avez quelqu'un d'autre dans votre équipe qui a compris votre mode de pensée, qui a compris la manière de réfléchir de la programmation fonctionnelle. Et du coup, vous avez fait un nouvel adepte et vous savez que ça va se spread. C'est comme ça qu'on arrive à changer une équipe réfractaire, en fait. C'est pas en venant expliquer aux gens ce que c'est une monade, en venant expliquer qu'il y a des super logiciels de composition, enfin des super frameworks de composition qui existent en Haskell, etc. Ou même que si on utilise Scala avec tel framework et tel framework, on a un code qui est vachement plus performant. Ce qui est important, c'est on veut mettre en place un modèle de pensée parce qu'il est plus safe, parce qu'il apporte de la valeur. Et on veut faire en sorte que les gens s'engagent, comprennent, et au fur et à mesure deviennent autonomes et eux-mêmes aient ce changement de pensée. Et quand vous arrivez à ce point-là, là, vous avez réussi à introduire la programmation fonctionnelle dans votre équipe. Pour ça, il suffit juste de ne jamais assumer et toujours prouver. C'est-à-dire que quand je vous donne tous ces exemples, en fait, à chaque fois que je parlais de safety et que je pointais un bout de code, je fournissais un patch, un correctif. Ou alors je montrais un autre endroit dans le code où il n'y avait pas ce problème-là. Parce que il y avait du code, il y avait un raisonnement, il y avait une fonction pure qui évitait le problème. Il y avait l'utilisation d'un data type qui prouvait le problème. Par contre, la problématique qu'on a avec ces systèmes pour prouver, c'est que des fois, on va un peu trop loin et on fait peur aux gens. Clairement, moi, ça m'est arrivé de mettre en place des choses un peu trop pas poussées, parce que c'était pas des choses extrêmement dures, mais des choses qui n'étaient pas encore comprises par mes collègues de bureau. Et quand ils ont vu la paire passer, malgré le fait ils voulaient bien essayer de comprendre, c'est pas passé. J'ai rollbacké tout mon truc. Du coup, faites toujours très attention à ne pas aller trop loin. Restez toujours au contact pas de vos utilisateurs, mais des gens avec qui vous travaillez, que vous essayez de convaincre, pour comprendre où ils sont dans le processus, pour rester à peu près à leur niveau. Pratiquez avec eux. N'hésitez pas aussi à rappeler et à vous souvenir, si jamais la programmation fonctionnelle vous intéresse, que l'objectif de la programmation fonctionnelle, il n'est pas d'être élitiste, d'être hype. Enfin, moi, j'ai commencé à en faire, c'était pas pour pouvoir me la péter en conférence et dire hey, je sais ce que c'est une monade. Le but, c'est juste que ça m'a intéressé parce qu'on disait que ça apportait des garanties. J'ai commencé à l'utiliser et j'ai vu que ça m'apportait un modèle d'abstraction, un modèle de modéliser les choses qui me convenait et qui me permettait d'avoir des garanties sur mon code. Mais de la même manière que la programmation objet vous en fournit. Pourquoi vous faites de la programmation objet plutôt que de l'impératif? C'est exactement la même chose. Théoriquement, si jamais vous ne savez pas pourquoi vous faites de la programmation objet aussi, bon, je vous encourage à vous poser la question. Voilà, du coup, restez toujours proche de votre objectif. Votre objectif n'est pas de migrer les gens juste parce que vous avez envie d'être functional programming et de vous la péter sur votre CV et de changer votre boîte, mais simplement parce que vous pensez réellement que ça apporte quelque chose. Et de la même manière, si vous ne connaissez pas ce modèle, bah, n'hésitez pas à aller le regarder parce qu'il peut vous apporter quelque chose. Si vous ne trouvez pas qu'il vous l'apporte, continuez à essayer d'apprendre et au bout d'un moment, vous verrez peut-être la lumière ou pas. Mais rappelez-vous toujours que c'est de la même chose que quand vous appreniez l'objet. Au tout début, on ne voit pas ses bénéfices. Et au bout d'un moment, on finit par comprendre ce qu'on voulait dire, ce que les gens nous expliquaient. Et là, on finit par l'utiliser avec plaisir. Alors, pour tous ceux qui trouvaient ça chiant et qui ont pas décidé et qui ont trouvé ça trop long. Le problème de la programmation fonctionnelle actuellement, c'est pas ce qu'on présente. Parce que ce qu'on présente ne sont que des outils, des abstractions la plupart du temps. C'est juste qu'on a plein de stéréotypes qui tournent autour, qui font que ça gêne les gens à aller vers cette pratique. La programmation fonctionnelle, c'est un moyen de réfléchir à des problèmes, comme la programmation orientée-objet. C'est juste un moyen de modéliser un problème et comment est-ce qu'on va le résoudre. C'en est un qui vous apporte d'autres garanties que la programmation orientée-objet, et du coup, ça va prendre du temps, de la compréhension. Les grosses blagues sur les monades, etc., c'est très important, mais en vrai, ce ne sont que des outils d'abstraction dans des cas, typiquement dans le cas où on a des langages fortement typés, qui vont nous permettre de faire les choses, mais on va y arriver instinctivement tout seul. C'est-à-dire que quand vous commencez à modéliser sous forme de programmation fonctionnelle dans un langage fortement typé,
Au bout d'un moment, vous allez vite vous retrouver à dire: «Ah, j'ai fait 2 fonctions, elles sont pures, elles sont bien, j'utilise la data type, mais j'aimerais bien les exécuter les unes derrière les autres automatiquement et là, c'est un peu chiant à coder» et là, on va vous dire: «Bah, oui, il y a flatmap» et ben, flatmap, c'est une monade, voilà. Génial. Ça prend du temps. N'espérez pas du jour au lendemain devenir un expert et n'espérez pas du jour au lendemain que votre équipe devienne des experts et qu'ils vont comprendre. C'est de la même manière que quand vous récupérez un junior qui sort de l'école, vous savez très bien que son niveau de programmation objet, il ne sera pas forcément génial et que vous allez devoir l'accompagner. Même mode de pensée. Il faut prendre son temps. Soyez toujours empathique vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez et avec qui vous essayez de le faire. Même les gens, même si jamais c'est vous qui êtes en train d'essayer d'apprendre et vous ne comprenez pas, essayez bien de comprendre que ce sont des modèles de pensée. Quand quelqu'un vous dit je comprends pas ou quand il essaie de vous expliquer en vous disant ouais mais tu dois faire ça comme ça, c'est parce que pour lui c'est instinctif, c'est normal parce que c'est son cerveau, il a réussi à le mettre dans un mode où il se dit c'est comme ça qu'on réfléchit. Vous c'est pas le cas. Mais du coup, accepter ce fait-là et c'est de comprendre son cheminement. Et de la même manière, quand c'est vous qui enseignez, c'est de comprendre que tout le monde n'a pas encore pris cette modèle de réfléchir. Et que du coup, il faut prendre le temps, améliorer et toujours rester proche et être empathique en disant OK, on va repartir de la base. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment est-ce on peut le faire? Et autre chose très importante pour moi, la programmation fonctionnelle n'est pas un but en soi, c'est un paradigme. C'est-à-dire qu'il vous ouvre à tout un monde. C'est comme si vous disiez ah là, je vais faire de l'objet et derrière, l'objet, ça vous amène à énormément de choses. Il y a tous les langages, il y a tous les frameworks, toutes les librairies, toutes les choses qu'on va greffer dessus, les programmations par aspect, les programmations, programmation par agent aussi, etc. Donc c'est exactement la même chose. La partie functional programming, vous y allez parce que vous voulez quelque chose qui vous fasse de la garantie de safety par rapport à votre modèle de réflexion et comment vous modélisez un problème. Mais derrière, vous avez tout un monde qui s'ouvre derrière. Et n'hésitez pas à aller explorer ce monde. Mais également, n'ayez pas cette peur de l'abysse que vous avez quand vous regardez l'infiniment grand qui est qu'est-ce que je suis tout petit au milieu de ça. C'est un monde gigantesque, certes, mais du coup, avancez pas à pas et recherchez ce qui vous intéresse vous, ou ce qui peut intéresser votre équipe et avancer petit à petit à améliorer votre système et réussir à introduire cette méthode de pensée dans votre équipe. Je vous remercie beaucoup.